Ben, ce qu'on dit, Christophe et Isabelle, est sur la fin d'une culture politique et sur les formes subjectives et pratiques qu'on peut prendre. Cette sortie m'évite d'avoir de longs développements. Je travaille depuis des années maintenant, depuis 8 ans, sur un mode d'action politique, enfin d'action collective, on va dire, qui n'est pas identifiable par ses buts, qui n'est pas identifiable par une organisation préalable, mais que j'identifie par son répertoire, c'est-à-dire par l'affrontement, par le fait que les corps, comme disait Isabelle, sont engagés. J'aime pas le mot de violence. J'aime pas le mot de violence parce qu'il est beaucoup trop ambivalent. Ce qui caractérise mes objets depuis des années, les émeutes et les affrontements civils, c'est pas tellement le fait qu'on tape sur les autres, c'est l'effet qu'on se met en danger. Les quelques événements auxquels j'ai pu assister personnellement m'ont renforcé dans cette idée-là, ce qui fait la spécificité et le caractère très problématique pour celui qui l'observe de cet événement collectif, c'est que des gens qui n'étaient pas forcément là pour ça et qui, dans leur immense majorité, n'étaient pas là pour ça, des gens qui n'ont pas du tout une réflexion de justification ou de légitimation de la violence, se mettent en danger. Se mettent en danger en étant, pour la plupart, dans la conviction profonde, dans l'immédiat, si on leur pose la question, qu'ils vont perdre. C'est-à-dire qu'on est dans une mise en danger, ce que j'appelle non stratégique. Alors ça peut changer à un moment donné, mais fondamentalement, les métiers de base, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il va perdre, mais qui de toute façon a tellement à dire qu'il ne peut pas dire autrement, qu'il le dit comme ça. Et j'ai vu des mots hauts comme ça. En 2010, pendant une semaine, au milieu de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, nous avons eu une semaine d'affrontements devant les lycées et autour des lycées, j'ai vu des collégiens. Donc, des collégiens qui finissaient par faire peur aux policiers qui étaient devant. Et pourtant, ils n'étaient pas. J'ai vu des pillages de confiseries. Donc, ça, pour moi, c'est toujours un mystère. Et en tout cas, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est rompu, que le 19e et le 20e siècle avaient mis tant de temps, tant d'intelligence, tant de volonté collective à construire, c'est-à-dire une médiation entre la société et le pouvoir, entre les groupes sociaux et l'État, entre les classes et l'État, une médiation donc avec une efficacité qui était quand même plus ou moins reconnue, et avec le fait qu'on pouvait se mobiliser sur la durée, s'organiser, et que dans la confrontation avec le pouvoir, il arriverait bien un moment où non seulement on se ferait entendre, mais on finirait bien par le prendre. Et qu'à partir de là, les choses pourraient changer. Le fait que ça se soit effondré, ça s'est effondré de deux façons. Ça s'est effondré de façon étatique, enfin dans une chronologie assez proche, avec la fin de ce qu'on a appelé, quand on était plus jeune, le socialisme réel, et les apories des formes militantes qui ont poussé au bout tout le répertoire du XXe siècle. La forme léniniste du parti, les barricades à Paris, l'affrontement avec l'État fasciste. Enfin, voilà, on a poussé au bout les choses se sont effondrées. Alors, le mouvement altermondialiste, auquel j'ai participé ces années-là, de la même façon, a effectivement préfiguré, on va dire, mais pour une élite militante, mais issue de la génération précédente. C'était plutôt des quarantenaires ou des cinquantenaires qui l'organisaient, a préfiguré ce que pourrait être une nouvelle culture politique, avec toutes les apories que Christophe signalait, c'est-à-dire le fait de contourner l'État. Bon, c'est bien parce qu'on voit bien qu'on ne peut plus s'en sortir avec une stratégie de prise de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait de l'État ? Et quand on finit par le prendre, le pouvoir quand même, comme au Brésil, au Venezuela, c'est pas si simple. Je veux dire, la fin du chavisme est quand même assez dramatique.
en ce moment. Donc, cette nouvelle culture politique dessinée dans ceux qui connaissaient bien au fond l'ancienne et qui cherchaient à se renouveler et qui ont construit quelque chose au niveau mondial, le niveau mondial permettant de contourner l'État aussi. Hein, aller discuter de la situation française à Porto Alegre, c'était quand même plus simple des fois, ou discuter de la question brésilienne au Kenya, ou voilà. Mais pour parler à l'ancienne, pour les masses, pour les gens, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné ce que signale, à mon avis, la montée inexorable du nombre d'émeutes depuis le début du siècle, c'est-à-dire une rupture d'interlocution dans tous les domaines. Parce que des émeutes, elles ont le même répertoire, mais des fois, les images, on se demande où on est, hein, parce que ça peut être à tel ou tel... Mais sur des sujets extrêmement divers. À un moment donné, sur des sujets qui vont de un très grand classique, et ça en reste un, la mort d'un jeune, dans laquelle les forces de police sont impliquées, à la pollution d'une usine de fabrication de panneaux solaires en Chine, à la rénovation du centre-ville d'Istanbul, donc c'est quand même des choses assez diverses. À un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent plus dire autrement au pouvoir en place, et là, y compris les partis ils ne peuvent plus le dire autrement que ça suffit, ils ne peuvent plus le dire autrement que par la violence ou que par l'affront, parce qu'il n'y a plus de mots. Alors quand je dis montée inexorable, si vous voulez, moi j'ai eu une expérience entre 2005 et 2006, habitant Saint-Denis en 2005 et ayant un fils qui bloquait son lycée en 2006 au moment du CPE, la confrontation à des situations de mobilisation collective dont je ne comprenais rien. Ni les motivations stratégiques, si, la révolte oui, mais la motivation stratégique pas vraiment, ni le mode opératoire, il y avait quelque chose qui m'échappait complètement. Bon, j'ai commencé à regarder un peu comment ça se passait dans le monde. Parce qu'il y avait quand même des échos de choses similaires avec des répertoires identiques dans le monde. Et j'ai commencé à regarder, je fais mon compte tous les matins depuis 7 ans, sur Internet, sur Google Actualité. J'ai exactement le même protocole depuis 7 ans, donc forcément j'en rate, mais je les rate toujours les mêmes, donc il y a une continuité du compte, en anglais, en espagnol, en français, et puis dans la langue locale, grâce à Google Traduction, c'est très facile, pour essayer de repérer un peu plus en chinois, en hindi, etc. Quand j'ai fait le bouquin en 2009, j'ai travaillé sur 350 situations d'émeute à peu près. Là, je pouvais travailler au cas par cas. Franchement. En fait, en 2009, l'année où je travaillais, j'étais en train de rédiger le bouquin, il y en a eu plus de 500. Moi, j'en ai compté plus de 500. Il y en a sûrement plus que ça, mais j'en ai compté plus de 500. En 2010, on est monté à 1200 et quelques. Le chiffre exact, d'ailleurs, 1238 dans 110 pays. Voilà. En 2011, 1780 dans 129 pays. En 2012, 1830 et quelques, dans 120 pays à peu près. Là, le nombre de pays ne varie pas. Les pays en question, finalement, ça a à peu près touché tout le monde. Hein, ça tourne. Et en 2013, je viens de terminer, parce que je fais les comptes tous les ans, je vous expliquerai. Là, on a eu une progression de 30%. Ça continue à monter. Alors, mon compte, c'est un affrontement. Un jour, un lieu. L'unité de compte, c'est une ville, un lieu. Une ville, un jour. Par exemple, ce qui se passe à Barcelone depuis une semaine, je les comptais comme ça a fait 5 jours. Hein, d'émeutes, parce qu'il y a un soir où ça ne sont pas frités, donc je compte que 5. Donc voilà, on est à 1800, sur 120 pays dans le monde. Alors, des périodes comme ça, des périodes d'affrontement de masse, à une échelle géographique importante, il y en a eu d'autres dans l'histoire du monde. Bon, il y a eu la fin du XVIIIe siècle, hein, la Révolution française, la Révolution américaine. Il y a le milieu du XXe siècle en Europe, avec 1848 en France, l'Italie, l'Allemagne. Bon. Il y a le début du XXe siècle, la Révolution russe autour. Il y a 68 et la suite. En gros, ça s'étale sur plusieurs petites décennies à chaque fois. Et en gros, c'est tous les demi-siècles, tous les 50 ans. Bon, 50 ans après 68,
On y est. Donc, ça scande un peu l'histoire. Mais les périodes que je vous ai décrites avant, je vous ai signalées avant, sont des périodes qui, à un moment donné, se sont arrêtées sur la fondation de quelque chose. Au moins d'une culture politique, sinon de régime. La République, la nation, le communisme. 68, c'est plus compliqué. Quelque chose qui boucle. Le récit. On refait ce qu'on a fait avant, et c'est pas trop ça. Comment ça débouche pour fonder une nouvelle culture politique. Donc il y a quelque chose là qui semble fonctionner, parce que là, on est dans une période géographiquement, pour la durée, pour le nombre d'affrontements, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé avant. Il y a eu une année, je vais revenir, il y a une année qu'on peut considérer comme une année un peu fondatrice pour la culture populaire en général, de quelque chose de nouveau dans la culture politique. C'est 2011. C'est 2011, je vais y revenir. Mais 2011, les émeutes ne se sont pas arrêtées après. Y compris dans les pays où ça s'est passé. Un des pays où les affrontements civils sont les plus nombreux en 2013, c'est l'Égypte. Ça ne surprendra personne, mais il n'y a jamais eu autant d'émeutes en Tunisie que depuis 2011. Il y en avait beaucoup moins avant. Donc, le mouvement continue. Alors, peut-être parce qu'en 2011, il y a des questions qui étaient posées, qui ont eu quelques réponses, mais il reste quelques apories significatives. 2011, c'est une année tout à fait particulière. Ça commence en 2010, ça commence en décembre, le 16 décembre 2010 à Sidi Bouzid, avec la mort de Mohamed Bouazizi, et à ce moment-là, c'est lui qui a mis fin à ses jours, mais dans des circonstances où on peut quand même considérer que la police locale est un petit peu responsable. Là, ça commence comme une émeute, j'allais dire, normale. Voilà. Ce que, d'ailleurs, Ali Omari a souligné, disant que la France avait l'habitude et qu'on pouvait les aider. Mais c'est une émeute des quartiers populaires, de la jeunesse populaire, contre la mort d'un jeune, contre l'assassinat de la jeunesse et de l'avenir. Sauf que là, il y a quelque chose qui se passe, et il y a d'autres jeunes, d'autres générations, et au bout du compte, le mouvement ouvrier traditionnel qui va en quelques jours, en 12 jours, ça va passer de Sidi Bouzid à Sfax et à partir de là monter sur la côte, emporter le régime de Ben Ali. Donc l'idée qu'on se révolte parce qu'on ne peut pas faire autrement et que ça n'aboutit forcément à rien, non, ça peut aboutir à quelque chose. Ça peut aboutir à quelque chose. Et donc ça peut aboutir à mettre bas un État et un gouvernement. Donc on a la suite, ensuite, à partir de la mi-janvier, c'est l'Égypte, jusqu'en mi-février. Donc on a ce qu'on a appelé le printemps arabe qui se passe en fait l'hiver. Et puis avec les répercussions sur la Syrie, le Liban, le Yémen, le Bahreïn, ça ne s'est jamais arrêté au Bahreïn, ça continue. Voilà, ça c'est le temps. Deuxième temps, les indignés, ça c'est en mai. C'est à partir du 15 mai. Et troisième temps, seulement en octobre, ça traverse l'Atlantique, avec Occupy. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première chose qui s'est passée et qui est non négligeable, c'est que les échos de répertoire et de modes de mobilisation que le chercheur, vu d'Internet, pouvait observer, les intéressés s'en sont aperçus à ce moment-là. Il y a quelque chose qui a circulé réellement entre les mobilisations. Il y a sur le site d'Occupy, dès le mois d'octobre, une référence explicite à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie. On voit bien, on sent qu'il se passe, on sent qu'il y a quelque chose de commun là-dedans. C'est un élément important. Dans toute la période avant, ce n'était pas le cas. La deuxième chose, c'est que l'affrontement avec l'État peut donner quelque chose. Et l'affrontement avec l'État national. La troisième chose, c'est que du coup, on peut retrouver le sens et l'espace d'une parole collective. Dans les formes et dans les modes qu'avaient préfigurés les forums sociaux, c'est-à-dire sans porte-parole, sans continuité organisationnelle,
Mais les occupations de place, et depuis c'est toujours comme ça, c'est pas seulement des endroits où on résiste aux forces de police qui veulent vous déloger, c'est aussi fondamentalement un endroit où on se parle. Et du coup, la parole qui circule de façon très rapide et massive sur Internet, mais en contenu, c'est quand même beaucoup plus fort quand c'est en face à face. Donc, du coup, cette parole peut réellement circuler et construire un discours et une culture commune. C'est aussi, avec le fameux slogan « Nous sommes 99%, c'est aussi une façon de court-circuiter ce qu'on pressent, mais qui est une réalité évidente, c'est la crise complète dans la crise de la culture politique du XXe siècle, c'est la crise de la représentation. C'est-à-dire, dans la culture politique du XXe siècle, l'État représente le peuple, les partis représentent les groupes sociaux, donc il y a une représentation critiquée dès les forums sociaux, dès le début du siècle. Mais là, qu'est-ce qu'on peut leur mettre à la place? La démocratie participative, c'est quand même du bricolage. Là, il y a quelque chose comme un mouvement de masse largement peu prévu, peu préorganisé, qui est une présentation. Une présentation et une manifestation immédiate, tangible de la puissance collective. Dernier point sur la question, quel est l'acteur collectif? Quel est l'acteur collectif? Question qui n'était pas vraiment, à part sous forme de mouvement, pas vraiment traitée par les mouvements sociaux. Là, on a eu la réponse, et on l'a toujours, dans tous les pays où il y a maintenant des mouvements de masse. C'est que l'acteur collectif qui rassemble, ce qu'on met au-dessus de la foule, c'est pas le drapeau vert, c'est pas le drapeau rouge, c'est le drapeau national. C'est-à-dire que c'est pas seulement une nationalisation de la localisation des luttes, c'est aussi un retravail sur la figure nationale comme identité populaire. Et comme identité populaire contre l'État, en l'occurrence. Les Tunisiens, ils disent à Ben Ali, nous sommes la Tunisie, dégage. Nous sommes l'Égypte, dégage. Mais comme à Dakar, où j'étais au printemps de 2011, le mouvement Y en a marre a lancé sa campagne sur le nouveau type de Sénégalais. C'était bien parce que c'était au nom du Sénégal, et non pas au nom de tel ou tel groupe, comme c'est le drapeau brésilien qu'on retrouve à Rio dans les manifestations contre la hausse des prix du transport au mois de juin de l'année dernière, comme c'est le drapeau turc qui rassemble les manifestants place Taksim. Donc on a de nouveau, on voit réapparaître dans l'effondrement des médiations collectives qui étaient les groupes sociaux, les classes, d'un point de vue subjectif, je ne dis pas du point de vue de l'objectivité sociologique, on a quelque chose qui vient là comme un enjeu considérable, qui est l'identité du groupe populaire politique qui se pose face à l'État, et c'est un véritable enjeu, parce que le nous national des Tunisiens, le nous national des Brésiliens, le nous national des Turcs, à des milliers de kilomètres de distance, il a des éléments qui trouvent, il y a des échos qu'on retrouve. Le nous national ukrainien, pourtant c'est une place. C'est une révolte du même type, il y a passage à la violence, mais on sent que la question du nous, il est moins inclusif. Donc la question nationale apparaît. Mais dernier point, il y a quand même, au bout du compte, à la fin de cette année 2011 ou en 2012, il reste une aporie qui est la question du rapport à l'État. Parce que ces jeunes qui se sont soulevés ont tous contourné, en pratique, pas seulement en théorie, contourné en pratique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé à d'autres le soin de prendre le temps. Alors ça, c'est pas trop mal passé, je dirais, en Tunisie, mais du coup, beaucoup mieux qu'en tout cas en Égypte. En Égypte, voilà, on s'est retrouvé face à une alternative, c'est-à-dire le sabre du pilon, pour reprendre une vieille expression française, mais cette aporie se solde par un échec. Il y a quelque chose sur la question. Est-ce que la question, il y a une stratégie à définir face à l'État en tout cas. Il y a là un champ de réflexion collective qui reste complètement à découvert. On ne peut plus le prendre comme avant parce qu'on sait d'expérience
que lorsqu'on prend l'État pour changer le monde, c'est l'État qui vous prend finalement et qui vous change, mais par contre, on ne peut pas contourner l'idée de la prescription sur l'État ou de la définition de l'État qu'on veut. Ça me semble... donc c'est en grande partie cette raison pour laquelle cette année 2011 est à la fois fondatrice, parce que du coup, il y a des grands mouvements collectifs beaucoup plus vastes qui se sont développés depuis, mais que la question de l'affrontement physique, lui aussi se répand et touche la totalité maintenant des grands mouvements de mobilisation traditionnelle. Parmi les émeutes qui sont en augmentation considérable, il y a les émeutes ouvrières. Les ateliers du monde, le Bangladesh, le Cambodge, la Chine avant. Le pouvoir chinois gère d'une façon un peu particulière. Donc, on continue à avoir cette montée de l'affrontement. Et je terminerai par là, une difficulté, moi, qui me fait extrêmement peur. À la fois, c'est toujours étonnant de voir comme ça une montée de la révolte et de la manifestation collective. C'est plus possible, il y a des choses qui doivent changer. Et en même temps, on ne peut qu'être inquiet contre les formes subjectives qu'à un moment donné ça peut prendre, faute de réflexion collective stratégique et faute d'avenir. À mon avis, c'est ça le point sur lequel il faut qu'on réfléchisse et sur lequel je terminerai. C'est-à-dire que si vous prenez la place Taksim en Turquie, c'était déjà assez visible, c'est très divers, les forces qui se mobilisent. Ça va des laïcs aux islamistes, c'est extrêmement divers. Autour de ce qui a commencé par la mobilisation contre la hausse des prix du transport et qui est maintenant une mobilisation contre la corruption de l'État, les grands travaux et la gabegie des investissements pour la Coupe du Monde au Brésil, c'est aussi très divers, politiquement. Si on prend plus près de nous, il y a des mobilisations d'une très grande hétérogénéité politique et idéologique qui ont fait même polémique. Les bonnets rouges, qui font partie de ce mouvement-là, c'est assez diversifié. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces mouvements de révolte collective des gens qui regardent, qui réfléchissent et qui voient l'avenir de façon complètement, radicalement différente. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de l'extrême droite combattante, on va dire, qui soit prête à s'enraciner dans ces mouvements de révolte en prenant la place, laisser libre, pour dire les choses clairement. Alors, le point de faiblesse, finalement, il y a un point de faiblesse qui est la question du rapport à l'État, c'est sûr. L'autre point de faiblesse, on ne le perçoit pas d'emblée peut-être, mais la culture politique du 19e et du 20e siècle était une culture politique qui inscrivait l'action entre le passé et le futur. Nous raisonnions, on fait partie des gens qui ont vécu les deux. Pas le 19e. Oh, non, mais le 20e, non, mais le 20e siècle, mais quand même, 68, on était plus près de 36 qu'aujourd'hui. Voilà. On analysait la situation présente au regard du passé, au matérialisme historique qui permettait d'analyser une situation qui n'était qu'un passage vers le futur et vers un avenir. Cette idée-là, on a beaucoup écrit sur le présentisme il y a des années. Moi, je pense que cette idée-là est une idée populaire de masse. Il n'y a plus de futur. Et que donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de passé, mais quand on mobilise le passé aujourd'hui pour faire face au présent, on voit bien que ce n'est pas du tout dans l'analyse historique que c'est majoritairement convoqué, c'est dans ce qu'on appelle la mémoire, et une mémoire complètement toujours retravaillée, et la construction de stéréotypes dans laquelle s'enracinent aussi bien des identités collectives peu inclusives, qui peuvent être la nation ukrainienne, la nation russe, ou des identités religieuses. Donc, cette absence de futur est une question aujourd'hui d'urgence, je dirais,
Il y a un collègue anthropologue qui a écrit des choses tout à fait intéressantes là-dessus, qui s'appelle Arjuna Badurai, dans son dernier livre sur la condition de l'homme global, parce que le sous-titre c'est « Le futur comme fait social ». Travailler sur le futur et travailler à des politiques de possible, alors que nous sommes pris dans une idéologie dominante de la probabilité et des calculs de probabilité, ce qui n'a rien à voir. Donc la question du possible est aujourd'hui, du possible dans le futur, est aujourd'hui une question urgente. Voilà. Bien, merci.